Merci de votre constante fidélité à Medi TV Afrique. Bienvenue à l'invité de la rédaction. Les startups jouent un rôle important dans la croissance économique et le progrès social. Cependant, le financement des startups est un défi fréquent. La méthodologie de l'étude s'appuie sur une analyse des sources de financement des startups, y compris l'autofinancement, le financement par dette, le financement par capital risque et le financement par subvention et aide de gouvernement. On en sait plus avec notre invité, M. Jean Delmas Ewi, entrepreneur, formateur, également évoluant dans la transformation digitale, mais aussi ambassadeur de l'innovation en Côte d'Ivoire. M. Delmas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Avec vous, nous allons parler de la structuration, du financement des startups. D'ores et déjà, comment définir une startup? Avant de démarrer, je tenais à vous informer aussi que je suis membre fondateur du CI20, qui est le patronat des startups en Côte d'Ivoire. Ah, félicitations. Merci. Une startup, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous me demandiez tout à l'heure, c'est quoi une startup? Pour faire simple, une startup est une jeune entreprise innovante, mais qui a un fort potentiel de croissance et qui vient avec une approche différente de ce qui est fait avant elle. Et une startup va développer un produit ou un service avec un modèle économique qui est agile, qui va s'adapter au fur et à mesure. Ce sont des entités qui ne sont pas vraiment très structurées, mais on regarde le potentiel, on regarde l'innovation et puis on regarde l'impact qu'on va avoir avec le produit ou le service qu'on développe. Justement, on en parle de la structuration. Comment sont-elles structurées, les startups? Les startups sont, quand une startup démarre, il y a d'abord les fondateurs qui ont eu l'idée, et à côté des fondateurs, comme on travaille dans une sphère qui est technologique, il faut avoir une équipe technique qui va s'occuper de traduire l'idée des fondateurs en quelque chose de tangible, donc à un produit ou bien à un service. Et ensuite, à côté de cette équipe-là, bien sûr, il faut vendre, il faut présenter le produit, il faut pitcher le produit. Donc, il y a une équipe qui va se charger de faire de la communication et du marketing. Et puis, au fur et à mesure que la startup va évoluer, il y aura une équipe qui va s'occuper de tout ce qui est l'argent qu'on va avoir, donc l'équipe qui va gérer les finances. Et à maturité aussi, il y aura une équipe juridique parce que dans le domaine de l'innovation, il y a beaucoup de procédés qu'il faut protéger et il y a une approche juridique aussi qu'il ne faut pas négliger. Donc, voici un peu comment est structurée une start-up. Vous avez parlé tout à l'heure de modèle économique, ce qui fait beaucoup de défauts aujourd'hui. Hein? Oui, le modèle économique, c'est la base, c'est ce qui assure la pérennité du business. Et donc, la start-up va développer, et la plupart des start-up, si je prends mon exemple, au départ, on ne pense pas modèle économique, on pense forcément à l'innovation. Et il faut déjà aller sur le marché avec ce qu'on appelle le MVP, donc la maquette du projet, on va dire, ou bien une fonctionnalité du projet qu'on va tester sur le terrain. En fonction de la réaction du marché, en fonction de ça, on va adapter le modèle économique. Donc, une start-up n'a pas un modèle économique figé. C'est aussi ça, c'est tout ça qui contribue à l'agilité de la start-up. Est-ce que ce qui fait que, bon, on dit souvent, c'est ce qui fait peur aux banques, aux investisseurs de s'engager avec les start-up? Peut-être c'est ce qui fait peur, mais c'est aussi un atout pour une start-up de pouvoir pivoter quand on a essayé une approche qui n'a pas marché. On pivote le temps de tomber sur la bonne approche, bien saisir le bon filon. Mais avec l'expérience aussi, on a déjà des modèles économiques qui ont fait leur preuve. Donc, en fonction du service ou bien du produit que vous développez, le modèle économique existe. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à l'usage de votre produit que vous allez découvrir d'autres facettes, d'autres modèles, d'autres sources de revenus même du produit. Par exemple, si vous prenez une application qui va vous permettre de collecter de la donnée, vous voulez vendre l'accès au service à des paysans, par exemple. Mais après 2, 3, 4 ans, vous voyez que les données que vous avez collectées, vous pouvez les analyser, sortir des analyses qui pourront être utilisables par une banque, par exemple, par une assurance. Donc, au départ, vous ne pensiez pas à ce modèle économique, mais à l'usage de votre service, au déploiement de votre solution, avec le temps, vous découvrez d'autres facettes du produit que vous-même, vous n'avez pas vu au départ. Quel est le cycle de vie d'une start-up? Il y a plusieurs étapes pour une start-up. Il y a d'abord la partie idée. Okay. On a l'idée, on fait la
la conception. Donc on va valider ce qu'on appelle le proof of concept. On va valider notre idée, est-ce que ça tient la route, par exemple. Donc il faut faire un prototype. Ensuite, il faut lancer le produit. Et la plupart des startups évoluent dans une méthodologie agile. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre de finir totalement le produit. On finit une fonctionnalité, si elle marche, qu'elle est commerciable, on la met sur le terrain. Par exemple, si je veux, je prends l'exemple de, je veux faire une voiture. Je ne vais pas attendre de finir la voiture. Si j'ai les roues, que je mets le châssis qu'on peut rouler, je mets ça sur le marché. Le fonctionnement était différent de la société, des sociétés que nous connaissons. Oui, notre fonctionnement est totalement différent des entreprises classiques qu'on connaît parce que nous, on évolue dans un domaine, dans le domaine de l'innovation. Il y a le caractère innovant, mais aussi il y a le monde de la technologie évolue tellement vite que si vous attendez, vous mettez du temps entre l'idée et le lancement du produit, si vous mettez du temps, vous êtes totalement dépassé. Donc, il y a, comme je disais, il y a la partie idée, ce qu'on appelle idéation. Ensuite, il y a le lancement. Et puis, bon, il y a la croissance. Une fois que vous tombez sur le bon modèle économique, votre produit répond à un besoin qui a été clair, identifié. Donc, vous allez commencer à avoir les premiers clients. Et quand vous avez les clients dans votre zone, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à ce qu'on appelle la scalabilité. On va chercher à conquérir de nouveaux marchés. Et puis, enfin, une start-up, quand elle atteint la maturité, soit elle rentre en bourse ou bien elle est rachetée par un grand groupe qui a besoin de la technologie, qui a besoin de votre innovation pour pouvoir propulser lui encore son activité. Donc voici un peu résumé le cycle de vie d'une start-up. Alors, est-ce que parfois ces grandes sociétés, je veux dire sociétés classiques, font recours à la compétence des start-up? Bien sûr, aujourd'hui on a ce qu'on appelle des hackathons qui sont organisés par des grandes entreprises. Les hackathons sont des compétitions de code autour d'une thématique donnée. Par exemple, une entreprise qui est dans l'énergie renouvelable, en quête d'idées, va appeler les jeunes qui sont dans le domaine des étudiants, des jeunes on va mettre des étudiants dans le domaine de l'énergie renouvelable avec des développeurs d'applications, par exemple, ou bien des bricoleurs, construction, généralement dans les Fab Labs, pour réfléchir ensemble, pour sortir des idées innovantes. Et les grands groupes aujourd'hui organisent, les banques le font, le ministère de la Santé le fait, les entreprises dans les mines et le pétrole. Dans l'agriculture, ça c'est notre tasse d'été, c'est parce que je suis dans l'agritech. Donc on participe, on accompagne le gouvernement, les structures gouvernementales dans l'organisation du hackathon pour détecter des pépites que nous allons accompagner. D'accord. Incubateur, accélérateur dans la start-up, ça se passe comment? Oui, un incubateur, quand vous avez l'idée, l'incubateur va vous permettre de raffiner, de polir votre idée, de présenter votre idée de manière à ce qu'il soit compréhensible quand vous êtes devant des investisseurs ou bien des personnes qui seraient intéressées à rejoindre votre équipe. Donc, et puis l'accélérateur, comme on le dit, c'est pour accélérer. Donc quand vous voulez passer à l'échelle, vous intégrez un accélérateur qui va vous permettre de faire de la scalabilité ou bien lever des fonds, préparer votre levée de fonds par exemple. Comment trouver le fonds aujourd'hui pour les startups? C'est le nerf de la guerre, comme on le dit, l'argent. Il y a une dizaine d'années, 10-15 années en arrière, on n'avait pas aujourd'hui tous les mécanismes de financement qu'on avait. Quand nous on démarrait, il y avait les hackathons qui nous permettaient de montrer notre savoir-faire, qui était souvent couronné par des prix. Donc c'était le premier financement. Mais d'abord, le premier financement va venir de tes amis, de tes parents, qui vont comprendre ce que tu veux faire, qui vont t'épauler, oui, les premières billes vont venir par les parents ou bien les compétitions de hackathon. Et au fur et à mesure que vous allez développer votre projet, si votre projet est innovant, s'il répond à un besoin spécifique, tôt ou tard, vous serez remarqué. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de salons, de compétitions, on a beaucoup plus de visibilité. Donc ça va commencer à attirer les investisseurs qui sont en quête des pépites rares pour pouvoir injecter des fonds. Mais il y a une dizaine d'années, ce n'était pas aussi évident. Aujourd'hui, même au sein du CIE20, on a le Boost Capital qui est un financement de 2 milliards cette année que le ministère de l'Emploi jeune a mis à notre disposition de Côte d'Ivoire bien sûr, pour accompagner les startups. Donc aujourd'hui, on va dire, si votre projet est bien structuré,
vous avez un modèle économique clair, vous avez une solution innovante, il n'y a pas moyen que vous n'arrivez pas à avoir les premiers financements. Très bien. Quel regard portez-vous exactement sur les startups en Afrique? Vous pensez que l'avenir, en quelque sorte, de l'Afrique dépend un tout petit peu aussi de ces startups-là? Ça ne dépend pas un tout petit peu. L'avenir de l'Afrique dépend des startups. Les startups sont généralement portées par la jeunesse et vous voyez que notre continent regorge de plusieurs millions de jeunes qui sont une jeunesse formidable avec des idées assez innovantes. Donc, les startups, vous voyez déjà en Côte d'Ivoire, commencent à jouer un rôle assez important dans le domaine de la santé, de l'agriculture. Aujourd'hui, quand vous entendez le système de traçabilité du cacao, c'est derrière, ce sont des startups ivoiriennes qui ont travaillé sur ces systèmes-là. On parle de santé, e-santé, santé numérique, ce sont des startups qui accompagnent. Et dans n'importe quel secteur d'activité en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a des startups armées, innovantes qui accompagnent notre gouvernement, mais aussi qui accompagnent les secteurs privés. On a des startups qui commencent à être rachetées par des entreprises privées, par exemple, en Côte d'Ivoire. D'accord. On estime combien de startups en Côte d'Ivoire, puisque vous êtes le président de la fédération? Je ne suis pas le président, je suis membre fondateur. Le président, c'est M. Alex Denis, à qui je fais un petit coucou. On n'a pas de... Je ne saurais donner un chiffre exhaustif. D'ailleurs, il y a un projet qui s'appelle le PC7, qui est financé par un projet de l'État du Côte d'Ivoire, qui a une composante qui travaille avec les startups. On va bientôt mettre en place l'annuaire des startups en Côte d'Ivoire. Je pense qu'au terme de cette annuaire, on aura quand même un chiffre assez... On en reparlera après les défis auxquels les startups font face aujourd'hui. Monsieur Delmas, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également. Je rappelle que vous évoluez dans la transformation digitale. Et vous êtes aussi ambassadeur de l'innovation en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Merci. C'est la fin de cet entretien. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Medi 1 Afrique.